À l'aube du XXe siècle, alors que notre planète habitée se déplace sur l'océan de l'éternité, le vent du changement se met à souffler. Les événements qui se produisent alors doivent bouleverser à jamais l'histoire de l'humanité. L'âge atomique est né. Tandis que sur Terre, l'homme fait exploser des armes d'une puissance énorme, dans le ciel, des lumières font leur apparition, suggérant que quelque chose suit le cours des événements. Une pensée écrasante s'impose d'elle-même. Nous ne sommes peut-être pas les seuls habitants de l'univers. Depuis le début de la civilisation, l'homme observe les étoiles, mais sans imaginer que ces dernières peuvent, elles aussi, être en train de l'observer. L'histoire est sur le point de changer. Quand ces lumières font soudain leur apparition dans le ciel de Washington, le 20 juillet 1952, des centaines de personnes sont témoins de l'événement qui les laisse stupéfaites. Les lumières sautent instantanément d'une position à l'autre. Le phénomène est également observé par des militaires de haut rang qui savent ce que ces lumières essaient de dire. Si le public n'a encore jamais rien vu de pareil, les militaires, eux, ont déjà un épais dossier sur ces visiteurs étrangers, mais n'en ont jamais rien révélé. Une réunion d'urgence a lieu afin de mettre au point un plan visant à détourner l'attention du public. Dès lors, on décide de placer le sujet sous les consignes de sécurité les plus sévères. Puis vient la première déclaration destinée à leurrer le public. Elle est faite par le chef des services de renseignement de l'armée de l'air, le général John Sanford. Nous pouvons dire que les récentes apparitions n'ont absolument aucun lien avec un quelconque programme secret entrepris par les États-Unis. Le plus grand secret du siècle voit le jour. Mais comment tout cela a-t-il commencé ? Après l'explosion de la première bombe atomique, de nombreux tests sont réalisés afin de mesurer le degré de contamination qu'elle a déclenché, ainsi que ses effets sur l'environnement et les êtres humains. On ignore tout alors des conséquences dévastatrices qui se révéleront à long terme. Au Nouveau-Mexique, une base militaire proche de la petite ville de Roswell devint le centre d'attention quand le 2 juillet 1947, Bill Brazel, un fermier, trouve sur ses terres l'épave d'un engin discoïde. L'armée se rend sur les lieux et, ayant découvert des débris disséminés sur une large étendue autour du point d'impact, elle isole rapidement tout le secteur. Elle découvre également les corps de 4 humanoïdes éjectés de l'engin. Suite aux nombreuses et récentes apparitions d'OVNI qu'elle a pu observer, l'armée accepte l'existence de visiteurs venus de l'espace et possédant de toute évidence une technologie bien supérieure à la nôtre. Ce jour-là, et pour la première fois, elle en détient une preuve tangible. Roswell est la base de la 509e escadrille de bombardement, la seule unité américaine à l'époque dotée d'armement atomique. Le commandant Jesse Marcel, officier des services de renseignement de l'armée, est engagé dans l'opération de récupération et demande à Walter Haut, porte-parole de l'armée de terre, de préparer un communiqué pour la presse locale. Il m'a dit de préparer un papier basé sur les renseignements qu'il m'avait donnés par téléphone. Et quand ce serait fait, d'aller moi-même en ville pour le remettre aux 4 médias établis alors à Roswell. Ce que j'ai fait. Le récit est publié dans la presse locale et sur le point d'être diffusé par la radio quand John Roberts, le directeur de la station, est averti de n'en rien faire. La question qui s'est posée à nous, c'est que le lendemain, un membre du bureau de Clinton Anderson a appelé de Washington en disant « Nous savons que vous détenez des informations. Sachez que si jamais vous les communiquiez, ce sujet n'étant pas censé être dévoilé, votre permis risque d'en subir les conséquences. »
Nous vous suggérons donc de ne pas le faire. Ces conséquences surviendraient dans les 3 jours. À la base militaire de Roswell, on se prépare au transport de l'épave. Robert Shorkey a été témoin de cette manipulation effectuée dans le plus grand secret. Ils sont sortis par l'entrée principale venant du couloir et sont allés droit à la rampe d'accès pour grimper dans l'avion. C'étaient les seules personnes transportant des éléments de la soucoupe volante, on dit OVNI aujourd'hui, que je devais voir. C'est tout ce que j'ai vu et ça a été très court, très rapide. Le colonel Blanchard, pour ne pas les gêner, s'était reculé dans l'embrasure d'une porte. Je me suis approché et je lui ai dit « Colonel, poussez-vous, je veux voir moi aussi ». Sur les instructions du Pentagone, Thomas Jefferson Dubose et le général Ramey inventèrent une couverture, disant que l'engin était un ballon atmosphérique. Général Thomas Jefferson Dubose. Et nous avons dit ça afin de satisfaire la curiosité de la presse. L'épave chargée à bord d'un avion est conduite en secret à la base aérienne de Wright-Patterson. Anderson, le pilote, garda le silence pendant plusieurs années, mais mit sa femme au courant quand la nouvelle fut publiée, Madame Anderson. Il est arrivé avec le journal et il m'a dit « Bon, maintenant que c'est paru dans la presse, je crois que je peux t'en parler. Il y a des années que je vais le faire. Je veux que tu lises cet article car c'est une histoire vraie. Je sais que c'est vrai parce que c'est moi qui pilotais l'avion qui a ramené les éléments de l'épave de cet OVNI à Dayton, en Ohio. » La base aérienne de Wright-Patterson était considérée comme le centre de recherche le plus performant des États-Unis. L'épave de l'accident de Roswell fut démantelée afin d'être analysée. Le sujet était jugé tellement important que les ordres venaient directement du président Truman. Sous le couvert de la CIA, Truman créa une unité appelée Majestic 12, chargée de traiter et de dissimuler toutes les informations relatives aux ovnis. Le président Truman confia cette tâche aux généraux occupant les fonctions les plus élevées. On constitua un groupe de scientifiques et on prit des dispositions afin d'être à même de gérer tout nouvel écrasement d'ovnis susceptible de survenir dans l'avenir. Wendell Stevens était alors lieutenant-colonel dans les services de renseignement des forces aériennes américaines et aujourd'hui enquêteur sur les ovnis. Ils avaient maintenant un véhicule extraterrestre et des corps en leur possession. Mais ils ignoraient quand viendraient les suivants, d'où ils venaient, comment il fallait agir. Ces questions étaient sans réponse. Les États-Unis vivaient à l'époque dans une tourmente administrative, passant d'une économie de guerre et une structure industrielle très militarisée à une structure civile. L'armée dominait toujours et voulait garder le contrôle sur ces informations en attendant d'en savoir plus. Alors, rappelez-vous, le général Marshall était secrétaire d'État à l'époque. Il était général 5 étoiles. Ces gens ont sélectionné certains représentants du complexe industriel militaire qu'ils contrôlaient. Des généraux, des amiraux et certains scientifiques qui travaillaient avec l'armée et avec l'industrie. Ces hommes formaient une force d'intervention chargée de gérer tout événement qui surviendrait. Et ce fut le cas. Près d'un an plus tard, le 25 mars 1978, un deuxième engin, je me trompe, en 1948, un deuxième engin s'est écrasé, mais sa descente avait été observée au radar et nous savions exactement où il avait atterri. Au moment même où il a touché le sol, un hélicoptère était sur place, en moins d'une heure. L'équipage fit aussitôt son rapport et le plan conçu pour les circonstances par l'unité spéciale d'intervention, après l'affaire de Roswell, a été aussitôt appliqué. Tous les généraux, les amiraux, les conseillers et les scientifiques ont été contactés et ont reçu l'ordre de se rendre dans une base du Colorado, d'où on les a conduits sur le site d'écrasement. Tous ces hommes sont allés sur les lieux pour voir par eux-mêmes à quoi ressemblait un véhicule extraterrestre. Ils pouvaient ainsi conseiller directement le général Marshall qui, lui,
contrôlaient le tout par téléphone, sur la manière d'agir. Mais dans une opération de cette ampleur, on ne peut pas tout cacher. Nous avons découvert que le propriétaire du terrain sur lequel l'engin s'était écrasé avait été consigné chez lui, avec sa famille, et cela pendant 4 jours, sans avoir le droit de sortir ni rien. Toutes les routes étaient fermées, tous les accès bloqués. Les gens qui vivaient à proximité avaient été consignés eux aussi. Si rien ne s'était passé, alors ces faits n'existeraient pas. Nous avons maintenant des preuves solides que quelque chose d'étrange s'est passé et que ces événements ont bien eu lieu. Nous avons retrouvé des gens qui ont observé de loin la récupération de l'engin. Ils ont vu des membres de l'unité d'intervention se rendre par des routes secondaires jusqu'à une installation militaire de Los Alamos. Et grâce à ces pistes, nous avons retrouvé d'autres témoins. Tous avaient dû jurer le secret à leur supérieur au moment de ces événements. Seuls quelques-uns nous ont parlé, mais à la seule condition de ne pas être identifiés à cause de leur vulnérabilité. Que leur arriverait-il en cas de violation d'un serment de cette nature? Ils pourraient perdre certains avantages financiers, être emprisonnés ou condamnés à des choses qu'ils auraient du mal à supporter. Par l'intermédiaire du secrétaire d'État, le général Marshall, le secret entourant la question des ovnis s'intensifie. Des relations étroites s'établissent entre l'armée et le Majestic 12. À mesure que le temps passe, la puissance de ce dernier se renforce. Virgil Armstrong était officier des services de renseignement et travaillait avec la CIA sur des missions ultra secrètes. Il prit sa retraite avec le grade de commandant. J'ai reçu des documents qui disaient qu'un ovni avait atterri au milieu du terrain d'essai des Sables Blancs, au Nouveau-Mexique. Qu'il était inerte et se trouvait sous surveillance. Et qu'il y resterait jusqu'à ce qu'on puisse déterminer s'il était hostile ou amical. Il s'avéra plus tard amical dans le sens où ses occupants étaient morts. À bord, nous avons trouvé 5 corps. Ces corps étaient de petite taille, autrement dit 1 mètre environ. Les plus grandes ne faisaient pas 1,20 m. 2 d'entre eux devaient avoir un grade d'officier, car ils portaient un signe sur leurs épaulettes. Nous avons su plus tard qu'ils étaient tous de sexe masculin. Nous les avons ensuite ramenés à Wright-Patterson pour qu'ils soient examinés physiquement. Et l'autopsie a confirmé qu'ils étaient de sexe masculin. D'après les descriptions de plusieurs témoins, les extraterrestres ont de grands yeux, un petit nez et une petite bouche. Ils mesurent 1,10 m environ et n'ont pas de poils sur le corps. John Lear, pilote de ligne, enquêteur sur les ovnis. Il faut tenir compte de la position du gouvernement américain à l'époque. Ils se considéraient avec fierté comme la nation la plus puissante de la Terre. Ils avaient fabriqué la bombe atomique et avaient, grâce à elle, gagné la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient construit un avion à réaction qui dépassait la vitesse du son en vol en octobre 1947, ainsi que des bombardiers à portée intercontinentale qui transportaient des armes d'une puissance de destruction énorme. Maintenant, imaginez ce que ça a été pour ces dirigeants qui tous avaient été témoins de la panique provoquée par la guerre des mondes d'Orson Welles en 1948. Des milliers d'Américains s'étaient affolés devant cette invasion de la Terre. Mais imaginez leur horreur à la vue des cadavres de véritables extraterrestres. Imaginez leur choc en essayant de déterminer de quelle façon ces soucoupes étaient propulsées et en ne trouvant aucun élément ressemblant même de loin aux composants auxquels ils sont habitués. Pas de cylindre, pas de piston, pas d'hélice, pas de tubes électroniques. C'est seulement quand on réalise l'impuissance accablante à laquelle le gouvernement s'est trouvé confronté durant l'été 1947 qu'on comprend leur volonté de mettre en place une couverture d'effets totale, minutieuse et à grande échelle pour tuer l'affaire dans l'œuf. Entre 1945 et 1950, un nombre croissant de témoins civils déclarent avoir vu des ovnis. Parmi eux, nombreux sont ceux qui affirment avoir eu des contacts personnels avec des extraterrestres qui ont la même apparence que nous et viennent sur Terre dans notre intérêt pour nous guider à travers nos problèmes et nous aider à ne pas prendre la mauvaise direction. Après l'écrasement d'un ovni et la capture d'un extraterrestre vivant, le président Truman donne l'ordre d'intensifier les mesures de sécurité. But the cause of world peace is much more important than any individual.
Le nombre sans cesse croissant d'apparitions d'ovnis à cette époque entraîne la création d'un projet appelé Blue Book, livre bleu, visant à laisser le public dans l'ignorance et à tourner en dérision tout ce qui a trait au phénomène ovni. Allen Hynek est professeur d'astronomie et conseiller auprès de l'armée de l'air américaine pour son programme éducatif sur les ovnis. Je sais quelle tâche ils avaient. On leur avait dit de ne pas inquiéter le public, de ne pas faire de vagues. Et je l'ai vu de mes propres yeux quand il se produisait un événement qu'ils pouvaient expliquer. Il y en a eu quelques-uns. Ils n'ont pas manqué de le faire savoir aux médias. Pour les choses, les cas très difficiles à expliquer, ils ont tout fait pour garder les médias en dehors de l'affaire. Car leur travail était à tort ou à raison d'ailleurs, de ne pas inquiéter le public. En 1948, après l'écrasement d'un ovni aux États-Unis, on capture un extraterrestre vivant. Celui-ci refuse pendant 1 an de communiquer et reçoit le nom de EB, c'est-à-dire entité biologique extraterrestre. Rompant le silence, il donne des détails sur sa planète d'origine. Elle est en possession d'un cristal qui lui permet de communiquer par télépathie avec sa propre race. Il est capable de voir le passé et l'avenir et de réaliser de nombreux autres exploits. Il dit qu'il croit en l'univers comme étant l'être suprême et affirme que sa race vit dans l'harmonie sans connaître la guerre et en ayant pratiquement éliminé toute forme de maladie. La moyenne de vie sur sa planète est d'environ 800 ans et leur technologie très en avance sur la nôtre. Les autorités sont stupéfaites des choses qu'elles voient à travers le cristal. EB peut communiquer avec d'immenses vaisseaux spatiaux qui occupent des positions orbitales à des milliers de kilomètres de la Terre. Il dit que leurs appareils sont capables d'atteindre des régions de l'univers situées au-delà même de notre imagination, qu'ils fonctionnent par la pensée couplés à des ordinateurs biologiques et que de ce fait, ils n'ont aucun système de commande tel que nous l'entendons sur Terre. Il parle de sa planète et de sa technologie qui a créé un système où tout est automatique et ne requiert aucune intervention manuelle pour fonctionner. Tout est surveillé par un contrôle central supervisé par des techniciens. Leur source d'énergie est celle inépuisable du cosmos. Sa race n'a pas de gouvernement, comme sur la Terre, mais un conseil de sages, élu parmi les aînés, qui prend les décisions quant à la conduite à tenir. Le système monétaire, tel qu'il régit les échanges sur Terre, n'a pas de place sur sa planète. Son inutilité vient du fait que la Fédération pourvoit aux besoins de tous les membres de la population. Il n'y a de ce fait aucune différence entre les classes. Tous les habitants de la planète sont égaux. À la demande des extraterrestres, une entrevue est organisée avec le président Eisenhower en 1954. Celle-ci se tient sous les plus hautes consignes de sécurité dans un endroit tenu secret. Des négociations ont lieu afin d'autoriser la présence des extraterrestres sur Terre, mais Eisenhower répond que le monde n'est pas encore prêt. John Lear. Eisenhower a été témoin d'une démonstration de la technologie extraterrestre au lac de Miractria, l'actuelle base aérienne Edwards. Je crois que nous avons fait un marché. Ce marché était qu'en échange d'une technologie militaire surpuissante, nous serions d'accord pour fermer les yeux sur leurs agissements. Il a fait un accord plus militaire, disons, que n'aurait fait un président civil. Et c'est ça, je crois, qui a guidé ses actions et fait que le véritable pouvoir exécutif au sein du gouvernement a glissé des mains du président dans celles du Majestic 12. Le président n'a pas un degré d'habilitation assez élevé pour connaître toute l'histoire.